Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour Dimitri Pavlenko. Ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, 100 milliards d'euros pour une nouvelle donne ferroviaire. C'est ce que va annoncer ce matin Elisabeth Borne. 100 milliards pour le train. Alors pas en une fois, hein, c'est à horizon 2040. On va entrer dans le détail de cette annonce. Mais d'abord, pour faire quoi exactement ces 100 milliards d'euros, Christophe Béchu? Ce matin, la Première ministre va recevoir un rapport qui est le fruit de 1 an de travail. Élus locaux, élus nationaux, spécialistes, pour essayer de déterminer de quoi on a besoin en termes d'investissement d'infrastructures. Et le rapport, il dit où on part du budget, et à ce moment-là, on ne fera pas grand-chose, ou on part de tous les désirs agglomérés des élus, et là, il faut beaucoup d'argent, ou alors on les trie en fonction de l'intérêt de la transition écologique. On planifie ça, hein, la fameuse planification écologique. Et très concrètement, c'est ce qui va donner, de la part de la Première ministre, les grandes orientations sur la base de ce rapport. Mettre davantage d'argent dans le ferroviaire, continuer à investir dans ce qui relève des mobilités actives, en mettre un peu moins dans la route, en clair, faire le choix de ce qui nous permet de sortir du pétrole et de continuer à être dans une trajectoire qui soit bonne pour la planète. Alors ça pose beaucoup de questions, mais d'abord, quand vous parlez de moderniser le train, qu'est-ce que vous entendez dans le détail? Est-ce qu'on peut en parler, Christophe Béchu? Est-ce qu'il s'agit de rénover les réseaux existants, de créer de nouvelles lignes, d'intensifier la circulation des trains, les TGV, les fameux RER Macron, etc. Est-ce qu'on peut en parler un peu? La Première ministre va détailler les choses, mais ce qui est déjà plus ou moins sorti, c'est l'effort, l'accroissement de l'effort sur la régénération du réseau. On a 30 000 km de voies, et ça fait en gros 40 ans qu'on sous-investit en France. On a un réseau qui a 30 ans d'âge, quand en Allemagne, on est entre 15 et 17 ans d'âge. Ça explique d'ailleurs parfois certaines pannes, certains retards, et on a des rapports qui expliquent qu'il faut qu'on augmente les moyens consacrés à la régénération de l'ordre d'1 milliard d'euros. Dans les arbitrages rendus par la Première ministre, dans ce dont la presse s'est déjà fait l'écho, il y a eu cette orientation pour les transports du quotidien, pour le financement de ce qui va permettre d'améliorer au quotidien les déplacements. Et vous avez évoqué les RER métropolitains. Le président de la République a rendu public cet engagement. Il y aura dans le plan les premiers éléments sur la façon dont on va aller vers ces RER métropolitains dans une dizaine d'agglomérations, et avec ensuite les contrats à passer avec ces territoires, avec la SNCF. Vous l'avez dit dans votre présentation, le gouvernement va mettre de l'argent sur la table, beaucoup d'argent, mais il va le faire aussi dans un contexte où le sujet, ce sera d'en avoir pour notre argent d'un point de vue climatique et de le faire avec des partenaires en tenant compte du confort des usagers. Est-ce que cette idée de plus de trains, ça signifie symétriquement, Christophe Béchu, dans l'intention du gouvernement d'aller aussi vers moins de voitures, moins de routes, mettre en concurrence les mobilités, avec un jeu comme ça de transvasement des moyens de l'un vers l'autre, Christophe Béchu? Est-ce que c'est l'intention gouvernementale? Il y a des endroits dans lesquels c'est possible. Renforcer les transports en commun, mettre en place des RER métropolitains, ça peut être un moyen de pousser des automobilistes à se rendre compte qu'il y a un moyen moins carboné, moins cher, qui peut leur permettre de se déplacer. Oui. Mais dans d'autres secteurs, il ne faut pas raconter d'histoire aux Français. La voiture, on va en avoir besoin. Et pendant longtemps, compte tenu de l'aménagement de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle là, le sujet, c'est comment on passe de la voiture thermique, aujourd'hui, à la voiture électrique dans 10 ans. Alors, est-ce qu'il faut 100 milliards pour la voiture électrique également, Christophe Béchu? On aura l'occasion de repréciser ça. Les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. Oui. Il y a à la fois les bornes de recharge sur lesquelles il faut qu'on investisse, il y a les véhicules sur lesquels il faut qu'on investisse. C'est déjà en milliards d'euros, le soutien à la filière. Oui. La priorité aujourd'hui, c'est que les constructeurs s'y mettent pour que cette transition écologique, elle soit bonne pour les emplois, pour les entreprises, et que ça ne profite pas à la Chine ou à des constructeurs étrangers. Et donc là, on a là aussi un calendrier de planification à caler. Bon, toute proportion gardée, le train aujourd'hui c'est 10% des déplacements à peu près. L'objectif de la SNCF, c'est de doubler cette part, de passer à 20%. Il se trouve que c'est 100 milliards d'euros à l'horizon 2040. Il y a un an pile, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, écrivait pour la Fondation Jean Jaurès, je le cite la phrase, l'ordre de grandeur, c'est un investissement de 100 milliards sur 15 ans et l'État pourrait en financer 50%. Tiens. Alors ça me pose deux questions. La question un peu taquine, est-ce que le ministre, le ministre de l'ombre des Transports s'appelle Jean-Pierre Farandou, puisque c'est exactement ce qu'il écrivait il y a un an que la Première ministre va présenter. Et puis l'autre question sur le financement, on verra ça dans un second temps. Mais d'abord, l'adéquation avec les propositions du PDG de la SNCF, c'est frappant quand même. La Première ministre, elle a été ministre des Transports. Et elle est à l'origine de la loi d'orientation des mobilités, qui est le premier grand texte depuis environ 20 ans dans le domaine des transports. Donc, qui est un alignement entre une entreprise à capitaux publics, pour laquelle il y a eu d'ailleurs des réformes importantes au cours du dernier quinquennat, qui lui ont permis de devenir bénéficiaire avec des résultats historiques annoncés hier par Jean-Pierre Farandou, et plus de 2 milliards d'euros de résultats, et un plan qui s'inscrit dans la continuité de ce que Elisabeth Borne, ministre des Transports, avait commencé à faire
il y a 5 ans, c'est plutôt rassurant pour la cohérence de notre pays. Il ne faut pas y voir autre chose. Vous avez évoqué les résultats de la SNCF, 2,4 milliards de bénéfices, effectivement, Christophe Béchu. Alors, il se trouve que ça suscite pas mal de réactions, mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. On est en France, quand une entreprise gagne de l'argent, ça suscite des remous. Beaucoup d'usagers de la SNCF, beaucoup d'élus aussi préféraient que l'entreprise, la SNCF, gagne un peu moins d'argent et offre un meilleur service. C'est un sujet, ça aussi, pour vous, Christophe Béchu, en lien avec les fameux 100 milliards, quand même. Les déclarations du PDG de la SNCF, hier, elles sont très claires. Et elles correspondent aux souhaits du gouvernement. Cet argent, il va être réinvesti. Il va être investi dans des trains, donc dans le confort des usagers. Il va être investi dans le réseau pour faire en sorte qu'on ait une amélioration de la qualité du service. Et donc, c'est souhaitable qu'on ait des entreprises, en particulier publiques, qui investissent pour continuer à améliorer le confort d'usage et les performances du service rendu aux Français. Sur les 100 milliards, quelle est la part que la SNCF, quelle part vous souhaitez que la SNCF mette sur la table? Le rapport sera remis dans quelques minutes. Je donne la le première chiffre, ministre 14 milliards 6, c'est ce qui est écrit dans le rapport. Présentera les éléments. Il y a plusieurs chiffres dans ce rapport. Il faut bien comprendre qu'il y a à la fois des perspectives à 18 ans, c'est ce que vous donnez, jusqu'en 2040. Et puis, il y a le montant de ce qu'on va y consacrer pendant ce quinquennat, qui correspond à notre responsabilité gouvernementale directe, avec un très fort accroissement des moyens par rapport au dernier quinquennat. Et on va le trouver où cet argent, Christophe Béchu? On va le lever sur les marchés? On a à la fois une part qui correspond à la trajectoire, à ce qui a été prévu, et puis il y a une part pour laquelle nous allons regarder vers les modes de transport carbonés qui émettent des émissions. Vous annoncez quoi? Des taxes, un renforcement du prix, une taxe sur les péages de voitures, ce genre de choses? Ou bien on va les piocher dans les livrets A, comme c'est l'idée pour les réacteurs nucléaires? Ça veut dire que, très concrètement, le volet du financement, il est crucial parce que nous sommes en responsabilité. C'est le retour de la taxe carbone? Il y a ce qui peut concerner l'avion, il y a ce qui peut concerner les sociétés d'autoroutes dont on a beaucoup parlé. Et il y a plus largement, effectivement, l'association du groupe SNCF à une partie de ces travaux. Mais on va donc taxer la voiture, on va taxer les autres modes de transport pour financer le train? Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il y avait un sujet qui n'était pas tabou sur le prix des billets d'avion, parce qu'on considère qu'il y a aussi une vertu et que ça accompagne des décisions qui ont été prises sur les interdictions des vols intérieurs à moins de 2h30. Et sur les sociétés d'autoroutes, la chronique de ces dernières semaines sur le fait qu'il y avait peut-être quelques marges par rapport à leur profit et leur rentabilité vous a sans doute pas totalement échappé. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, vous êtes l'invité d'Europe 1 matin. On manque d'eau, il n'y a pas eu de véritable pluie depuis 32 jours. C'est même la sécheresse hivernale la plus importante depuis 1959. C'est le sujet numéro 1 pour vous en ce moment. Quel est le niveau de gravité de la situation, Christophe Béchu? On est en état d'alerte et cette situation elle est grave parce qu'elle concerne toute la France. Pour vous donner une idée, personne n'a oublié la sécheresse de 2022. Donc on a entamé l'automne dernier avec un niveau des nappes phréatiques très bas. Oui, mais après cet été-là, en septembre dernier, on avait un niveau de nappes phréatiques qui était très bas. Et il n'a pas plus plu entre septembre dernier et maintenant que sur la période précédant la sécheresse historique qu'on a connue l'année dernière. Donc, pour donner une idée, il a plu retard. 20 fois moins que d'habitude cet hiver. On a 95% de déficit pluviométrique sur le mois de février. On a 2 mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques. On a une situation qui concerne toute la France et on a même 4 départements dans lesquels, la minute où nous parlons, il y a des mesures de restriction ou d'interdiction qui sont prises dans l'Isère, dans les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales et le Var. Est-ce qu'on va vers des restrictions à l'échelle nationale? J'ai donc réuni le comité d'anticipation sécheresse. Lundi, je verrai l'ensemble des préfets coordinateurs de bassin et dans la continuité, je convoquerai l'ensemble des préfets avec un message. Il ne faut pas qu'on ait la main qui tremble pour prendre dès maintenant des mesures de restriction pour éviter le pire cet été. Mais restrictions de quel genre? De quelle nature? Des restrictions qui doivent être adaptées au niveau des nappes. Donc les ça particuliers, les agriculteurs? Bien, le type de restrictions auxquelles on est habitué l'été, on pourrait les avoir au printemps, on pourrait les avoir dès le mois de mars. Je ne dis pas que tout est perdu. Les 2 mois qui viennent, ils sont cruciaux. On sait que la recharge des nappes phréatiques, elle se fait jusqu'à la mi-avril. Le niveau de pluie des 2 mois qui arrivent, et en particulier du mois de mars, sont cruciaux pour savoir l'été que nous allons vivre. Mais en l'état, la responsabilité du gouvernement et la mienne, c'est de se préparer au pire, et donc de commencer à prendre des mesures de restriction pour assurer un partage de l'eau qui évite des décisions qui soient catastrophiques ou très compliquées pendant l'été. Je n'oublie pas que des centaines de communes ont été privées d'eau potable pendant l'été dernier. Je veux limiter cette situation au maximum. Il y a les mesures de restriction et il y aura, là aussi, dans quelques jours, l'annonce d'un grand plan eau d'une 50aine de mesures coordonnées avec Elisabeth Borne, bien entendu, et Marc Fesneau, pour présenter toutes les mesures. Réutilisation des eaux usées, assouplissement des règles concernant les eaux grises, lutte contre les réseaux d'eau potable qui fuient. 20% de notre eau potable, elle part dans le cadre des fuites.
mesures de sobriété, Ouais, mais ça, c'est pour l'avenir, trajectoire hein. de baisse des prélèvements. Je serais ravi de revenir pour détailler tout ça. Bon, mais en tout cas, demain, c'est l'ouverture du salon de l'agriculture. Le sujet va évidemment être sur la bouche des professionnels. Emmanuel Macron, le président de la République, va probablement être interpellé sur le sujet. Est-ce que ça remet au goût du jour le débat sur les constructions d'ouvrages de stockage d'eau, les fameuses bassines agricoles qui ont tant fait parler d'elles ces derniers mois? Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Et si les agriculteurs prennent de l'eau, c'est pas pour leur confort personnel, c'est pour nous nourrir. Si on prend des mesures qui freinent trop une partie de l'agriculture, ça veut dire qu'on sera hypocrite parce qu'on importera des produits qui viennent d'ailleurs et qui parfois ont été faits dans des conditions sanitaires, écologiques, sociales, qui n'ont rien à voir avec les normes que nous fixons ici. Donc, il faut à la fois être dans une sobriété, et c'est pas en vouloir aux agriculteurs que d'expliquer que toutes les perspectives liées au réchauffement climatique nous conduisent à penser qu'on va perdre entre 10 et 40% de nos ressources d'eau dans les 30 ans qui viennent. Oui. Mais dans le même temps, il faut aussi qu'on regarde comment on peut accompagner cette agriculture pour pouvoir nous nourrir. Christophe Béchu, d'un comité à l'autre, on a parlé du comité des infrastructures, on a parlé du comité sécheresse. Vous venez d'installer aussi un comité de pilotage sur l'adaptation au changement climatique. Vous lui demandez à ce comité de travailler sur 2 scénarios de référence, l'un basé sur un réchauffement à 2 degrés et l'autre à 4 degrés. C'est la première fois que le gouvernement envisage publiquement que la France ne respecte pas les accords de Paris, plus 4 degrés. On est 2 fois le niveau estimé, le niveau attendu pour la France à l'horizon 2100. Qu'est-ce qui se passe à plus 4 degrés, Christophe Béchu? À quoi ressemble la France? Ce scénario, c'est pas l'idée que la France ne respecte pas l'accord de Paris. Non, mais c'est l'idée qu'il est possible. C'est basé sur le fait que l'on n'y qu'aujourd'hui, la parvienne pas. trajectoire mondiale, elle montre qu'on est entre 2,8 et 3,2 degrés d'après les experts du GIEC, là où nous devrions être nettement en dessous de 2 degrés pour respecter l'accord de Paris. Si on est sur ces niveaux-là sur le plan mondial, ça veut dire qu'on est à 4 degrés en France. Et à 4 degrés en France, c'est pas la même. Parce que la France sera Ça veut plus dire qu'on touchée est- par le réchauffement que la moyenne mondiale? Exactement, de l'ordre de 50%. D'abord parce que la moyenne mondiale, elle intègre les océans et que les océans ont une capacité à retenir une partie de cette élévation de température. Et ensuite parce que notre situation nous conduit à ça. Il faut bien comprendre que se préparer à une France à plus 4 degrés, ça n'a rien à voir. Au lieu d'avoir une montée des eaux entre 30 et 60 cm, on a une montée des eaux qui peut dépasser 1 mètre. Au lieu d'avoir 9% de perte d'enneigement, on a 25% de perte d'enneigement. Au lieu d'avoir un aggravement du risque de sécheresse qui est multiplié par 2 à 3 par rapport à l'ère pré-industrielle, on est sur 1 x 5. Au lieu de se retrouver dans une situation où on a des vagues de canicule qui nous emmènent vers des plus de 40, on peut tangenter les 50 degrés et se retrouver dans ces situations en ville. S'adapter à ça, c'est sortir du déni, c'est réaliser que dans les investissements qu'on fait, y compris sur les infrastructures, il faut qu'on investisse dans des matériaux qui nous permettent de résister à ces températures. Ça veut dire penser l'organisation des services publics, les lois sur l'eau, la protection de la biodiversité, des sols, les règles sur les assurances, en fonction de l'ensemble de ces éléments. Hier, tous les experts du ministère, de Météo France à l'ADEME, en passant par le BRGM, toutes les directions, je les ai réunis pour effectivement qu'on travaille sur cette trajectoire. En avril, nous présenterons ces différents éléments et on les rendra publics. Parce que je crois que dans une démocratie, partager la contrainte, expliquer ce qui se passe, ça permet ensuite de comprendre pourquoi il y a des mesures à prendre. Et des mesures qui peuvent ne pas faire plaisir, mais qui sont le résultat de la réalité, le résultat de ce qui nous attend de manière probable s'il n'y a pas, à l'échelle mondiale, un sursaut. Mais en aucun cas, c'est une façon de dire que la France va baisser les bras, c'est même tout le contraire. Quand le rapport du comité d'orientation des infrastructures est remis à la première ministre Vous et qu'elle dites dit cela parce que on ça met le vous est paquet sur le... reproché. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des associations écologistes qui vous disent que c'est inadmissible que la France Mais c'est parce qu'elles n'ont pas compris. l'idée qu'on ne parviendra pas à freiner le réchauffement climatique. C'est parce qu'elles n'ont pas compris qu'il faut à la fois se battre comme des dingues pour faire en sorte de baisser les émissions, et c'est mettre le paquet sur le ferroviaire, c'est investir dans les RER métropolitains, et dans le même temps qu'il faut en revanche faire comme si, parce qu'on n'est pas seul au monde, parce qu'il y a plein d'autres pays qui pour le moment n'ont pas commencé à baisser leurs émissions comme la France a commencé à le faire, se préparer à un réchauffement qui pourrait nous impacter, qui peut le plus, peut le moins. Tant mieux si on n'arrive pas à 4 degrés, mais ne pas s'y préparer, c'est exposer nos concitoyens, nos agriculteurs, nos activités économiques à des risques sans leur donner les moyens d'y faire face. Merci beaucoup Christophe Béchu Merci à vous. d'être venu nous voir ce matin sur Europe